J'espère que vous allez bien. On le sait, vous le savez, nous le savons, c'est l'épisode de Maddy. Bon, pour ceux qui découvrent, que ce soit en rediff ou ici, on lit Euphoria à travers le prisme de la psychologie et aussi un tout petit peu de la sociologie. Et voilà, donc moi j'ai une expertise un petit peu en cinéma, en psycho et j'aime la socio. Et comme la dernière fois on avait parlé de personnalité hystérique, là j'aimerais me concentrer pour les profils psy sur le personnage d'Alamo et de Maddy sur un certain aspect. Le but n'est pas de refaire une fiche de Maddy, vous allez comprendre là où je veux en venir. Alors, on commence par le côté psychologique, parce que ça va amener justement les 3 idées de lecture et de théorie qu'on va avoir pour cet épisode et qui vont nous aider justement à construire une vraie théorie autour de ça. Alors, pour commencer, bon bien évidemment j'ai pris des notes, etc. On avait dit que l'épisode 3, c'était donc une symbolique du Jardin d'Éden. Et j'ai découvert, et j'avoue que je ne le connaissais pas avant mes recherches, que l'après-Jardin d'Éden, ça s'appelle l'Est d'Éden. Je vais revenir un petit peu sur cette définition juste après. Mais donc en gros, pour vous expliquer rapidement, ça veut dire que l'après Jardin d'Éden, c'est-à-dire le moment où Adam et Ève ont fait le péché, etc., etc. L'Est d'Éden, ça devient les conséquences de ce péché, les conséquences dans le réel, un système qui se met en place, etc., etc. Donc voilà, on sera plus dans les émotions, normalement on va être dans des structures là cet épisode, selon mes analyses. Et donc, alors Alamo, je voulais revenir un petit peu sur là-dessus, un profil psy, moi je lui aurais fait, et notamment faut pas oublier que j'ai beau m'y connaître en cinéma et en psychologie, je reste une femme blanche qui va faire un profil psychologique d'un homme noir, et donc forcément je peux être biaisée, et n'hésitez pas à me reprendre là-dessus, il n'y a pas de problème. Genre au contraire, hein, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on s'éduque les uns les autres. Donc alors, pour moi le personnage d'Alamo, faut pas le lire comme un méchant classique, on le voit bien, il est charmeur, il est calme, il est posé, il fait même des petites blagues avec Roux, il sait y faire, il comprend très bien comment fonctionne l'humain. Et donc c'est intéressant, il ne force jamais, il fait croire à l'autre que c'est son avis, son choix. Et donc il crée des situations où les gens pensent choisir. Par exemple avec Roux, il sécurise, il valorise, il la rend utile, au point qu'elle se sent valorisée, puis il la fait petit à petit glisser. C'est-à-dire, au début, on voit Roux, qu'aide à nettoyer, etc., etc. Petit à petit, c'est elle qui va commencer à discuter, avoir le rôle presque de manager avec les femmes du strip club, etc. Et en fait, ça devient, petit à petit, il la responsabilise, mais sans qu'elle se rende compte que cette responsabilité va vers de plus en plus vers de l'illégalité. Et là, on a vu dans le dernier épisode avec les armes. Elle est très fière, elle se sent utile, etc. Elle se dit, ouais, putain, j'arrive à vendre des trucs, machin, trop bien, voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui pousse, c'est quelqu'un qui construit autour de toi un cadre qui va te permettre justement de faire ce que lui il veut, mais avec une idée de choix. Roux pense qu'elle a choisi tout ça. Et donc alors c'est une sorte de manipulation indirecte, le contrôle par un environnement. C'est-à-dire, il ne contrôle pas par de la manipulation, etc. Quand on pourrait voir un Nate, par exemple, non, il va tout faire pour que tout se passe exactement comme lui, il en a envie. C'est une violence déléguée, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, Alamo, jusqu'à maintenant, on l'a pas vu faire des choses violentes, etc., etc. Oui, parce qu'il ne se salit pas les mains, parce qu'il ne touche pas à son image, à son côté charmeur, etc., etc. Et donc, c'est une intelligence stratégique. C'est ce qu'on appelle un prédateur froid. Et on l'avait vu, et tout ça, on l'avait plus ou moins expliqué quand on avait dit que dans les symboles de la religion, Alamo pouvait représenter le serpent. Et d'ailleurs, on rappelle toute la fin du premier épisode avec la pomme sur la tête de Roux qui vient un petit peu confirmer tout ça. Et aussi pour vous, vous avez vu qu'à chaque fois que je vois Alamo, il y a des motifs de serpent derrière. Le mur, on dirait un serpent. Je suis un peu comme ça tout le temps. Donc voilà. Alors, on va passer un petit peu de temps pour décrire le mot pig, qui a été très important dans l'épisode d'avant, et j'ai essayé de faire des recherches en slang pig, qu'est-ce que ça voulait dire, mis à part le côté policier, et j'ai trouvé des choses intéressantes. Et notamment, j'ai aussi vu une polémique sur internet par rapport au fait que, vous savez, un petit peu cette opposition entre pig et le N-word, les gens ont critiqué en fait que selon c'est un peu inadmissible que le mot pig est plus choqué que le N-word. Et là, alors là, c'est là où on touche des œufs. Encore une fois, je parle de ma position de femme blanche. Je peux être à côté de la plaque, je le dis très clairement. C'est juste que si je me base sur une analyse psychologique du personnage, moi j'ai trouvé une justification. Et encore une fois,
comme dans toutes mes analyses, je mets de côté le délire de, en fait, c'est Sam Levinson qui a eu des déviances, hein. Bien évidemment. Si c'est ça, je ne l'excuse absolument pas. Par contre, si on arrive à trouver des justifications, le tout dans l'idée que, par exemple, la saison 3 est une satire des États-Unis et le moment où justement des enfants dysfonctionnels, quel est leur avenir des enfants dysfonctionnels au sein des États-Unis, c'est un peu une critique de dire ils n'ont pas que de solution que de devenir des caricatures d'eux-mêmes. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai lu. Ou alors ça peut juste être une caricature de Sam Levinson. Voilà, et donc, Pig et le N-word. Psychologiquement, selon moi, c'est super cohérent. Parce que le N-word, c'est une violence qu'il connaît depuis toujours. Il a vécu aux États-Unis, le racisme est très présent, et malheureusement, une personne noire doit vivre avec ce genre d'insultes. Donc c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose dans lequel il a déjà créé une armure tout au long de sa vie. Là où Pig, ça va toucher directement à tout ce qu'il a construit. C'est-à-dire que, imaginons, moi demain, vous m'insultez sur mon identité. Ah, mais dans tous les cas, toi, t'es une femme neuroatypique, pour qui tu te prends, etc. Je sais pas quoi, nanana, dans tous les cas, t'es qu'une folle, t'es qu'une débile, je sais pas quoi. Ok, là, tu m'attaques ma personne. J'avoue, je l'ai entendu 15 000 fois dans ma vie. C'est pour ça que je l'ai pris par cette explication-là. Donc, tu peux dire autant que tu veux, au bout d'un moment, je suis adulte, je t'entends pisse dans un violon, comme on dit. Là où, par exemple, quelqu'un va attaquer mon contenu, typiquement, ah bah sur cette chaîne, t'analyses, mais t'es vraiment pas neutre, t'es machin, j'en sais rien, là j'ai n'importe quoi, puisque, voilà. Et donc, à ce moment-là, on va toucher ce que je construis. Et forcément, ça touche pas les mêmes cordes, on est tous plus ou moins sensibles, etc. Et donc là, le pig, en sachant que c'est un homme qui se voit lui-même comme un self-made man, ça veut dire un gars qui a construit toute pièce. Et ça a été validé justement par les créateurs de la série, que le personnage d'Alamo se voyait un peu comme une success story, ce qui est assez, voilà, si on prend le principe que c'est une satire des États-Unis, qu'un self-made man noir, justement, son histoire de réussite, c'est d'être dans le trafic du corps. Voilà, ça peut être une critique aussi, tout comme ça peut juste être, encore une fois, Sam Levinson et son équipe ont mis des personnages noirs dans le côté de l'illégalité, oh là là les méchants. Voilà. Par contre, si on se base justement sur Pig, et donc l'attaque sur son travail identité, ça dit que ton empire c'est faux, c'est fake, c'est de la merde, que tu fais partie du système et que tu n'as rien transcendé. Et alors pour lui qui se voit un petit peu, je sais pas comme vous l'avez vu, même s'il il organise par exemple il détient plusieurs strip clubs, on n'a pas vu le personnage d'Alamo, même au début quand il était dans la piscine avec les femmes, avoir un comportement, j'en sais rien, la femme elle sort de la piscine et il lui met une grosse main au cul en mode comme on a l'habitude de voir les pig characters habituellement. Et donc déjà je trouvais ça intéressant parce que justement c'est quelque chose duquel on le voit quand même. Quand il fait du mal, il le fait, comme je le dis, en déléguant par derrière, etc. Il ne va pas montrer toute sa malveillance telle qu'elle. Donc le fait qu'on l'insulte lui, alors qu'il a créé un petit peu tout ce narratif, ça touche directement à son identité. Et donc c'est une blessure identitaire profonde, c'est pas de l'émotion, c'est un symbole. C'est symboliquement, on attaque ce qu'il a fait. Donc là, hop là, on voit aussi toute la scène avec le cochon, l'arme dorée, vous savez, qui sort dans le dernier épisode. On a dit que c'était peut-être un foreshadowing, etc. Et donc il y a une idée de mise en scène de qui il est. Et donc on est dans une guerre des symboles. Lui, il s'est fait insulter de pig, il a pris le pig, il l'a mis chez Laurie. Laurie a voulu rendre l'appareil, elle a ramené le pig, et lui, il a tué le pig. Donc, voilà. Là-dessus, ça c'était mon analyse psychologique de ce personnage-là. Encore une fois, je peux avoir tort, mais je pense vraiment que ça touche plus à quelque chose comme ça. Et aussi, la banalité du N-word, pour ce genre d'individu, montre bien aussi la violence systémique. Alors que s'il avait réagi, ça ferait presque comme si, c'est pas la première fois qu'il entendait, mais quelque chose, oui, j'ai envie de vous dire, quand toute votre vie on vous insulte d'une certaine chose, au bout d'un moment, ça vous passe au-dessus. Alors que les premières fois, c'est toujours un peu choquant. Et ensuite, là, on va passer juste tout petit point, sur Maddie. Et Maddie, je pense sincèrement que cet épisode, ça va être le basculement de ce personnage. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une Maddie qui était insatisfaite de sa vie d'adulte et qui, on commence à le sentir, va vers un basculement. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce basculement, je pense qu'on l'a tous senti, comme quoi elle va devenir proxénète de femmes, ou alors qu'elle va se servir justement de l'image et du corps des femmes, mais pour elle, gagner par-dessus en pouvoir, et donc comme une espèce... Bon, elle est déjà manageuse un peu OnlyFans, mais je pense que ça va aller un degré au-dessus. La question est... Là, c'est plus philosophique, on va dire. Comment une victime va aller dans un système
qui crée des rapports de domination victime-persécuteur? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Et notamment, comment on apprend le pouvoir dans un système violent? Et alors là, ce que je trouve intéressant, c'est... Hop là, laissez-moi reprendre mes notes. C'est vrai que je vous ai pas sorti l'épisode avant, donc ça va être compliqué. Ce que j'avais dit dans la fiche psy de Maddie, c'est que Maddie, c'est quelqu'un qui... Maddie knew who she was from a very early age. Pour moi, c'était littéralement la définition d'un enfant adulte. C'est-à-dire, pour moi, c'est Maddie learn how to behave in the world with power dynamic and domination. Donc voilà, dans un monde où il y a des dynamiques de pouvoir et des dominations, Maddie l'a appris très tôt à comment ça fonctionnait. Donc c'est pas du tout, par exemple, quand elle va s'apprêter, contrairement à tous les autres personnages féminins dont on a parlé sur cette chaîne, Maddie c'est pour détenir du pouvoir. Elle a compris que sa désirabilité était plus importante qu'être vue, qu'être intelligente, qu'être tout ce que vous voulez. Elle a compris que si elle était désirable, elle détenait un pouvoir. Et ça, c'est un refus d'être dominée. Et donc si on va ça à son paroxysme, avant, elle subissait et elle résistait. Elle se protégeait avec l'attaque, etc. Maintenant, elle va commencer à utiliser sa domination pour justement gagner du pouvoir. Et donc, Maddie ne sort pas du système, elle apprend à y jouer. Et il y a notamment des choses qu'on peut voir, c'est Maddie est quand même une femme qui a vécu des violences conjugales avec Nate. On l'a vu, Nate l'étranglait, la menaçait avec un pistolet, etc., etc. Et justement, bon ça j'en parle vraiment plus dans la fiche, dans les développements des trajectoires positives et négatives que vous avez sur les réseaux, qui arrivera normalement dans le courant de la semaine, où j'explique un petit peu d'où ça vient, comment ça vient, et justement, le principe de Maddie, c'est mais non mais avec moi ça se passera différemment, non mais moi je peux le sauver. Il y a un côté où elle est tellement forte, on lui répète tellement qu'elle est forte et le monde la voit comme une femme forte que forcément, bah même dans des relations et des dynamiques de violence, elle se dit qu'elle peut y arriver, qu'elle peut le passer outre, qu'elle peut arriver à sauver ou changer la personne. Et donc il y a une identification à l'agresseur et elle commence à reproduire ce qu'elle a subi, si bien évidemment elle part un peu en cacahuète dans cet épisode. Il y a une normalisation aussi quand tu as vécu de la violence, exactement, on en revient avec le sujet du N-word juste avant, quand il y a de la normalisation de la violence, bah forcément c'est comme ça que le monde fonctionne, et donc tu commences à reproduire ces schémas et se dire bah plutôt qu'être en bas et être celle qui est victime, je vais être celle qui domine, parce qu'au moins je m'en sortirai peut-être un peu mieux. Et il y a une illusion de contrôle. La notion de contrôle chez Maddie est très intéressante. Et donc, c'est croire qu'on maîtrise. Et ça, Maddie, elle croit toujours qu'elle maîtrise. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans la manière dont elle se comporte avec les gens. Vous savez, dès qu'elle perçoit un léger soupçon d'attaque ou un soupçon de quoi que ce soit, bim, elle va aller dans l'attaque, voire dans l'humiliation de la personne en face. Là où c'est pas forcément rationnel, ça peut être juste une personne, j'en sais rien, qui a passé une mauvaise journée, qui a dit une phrase de travers, etc., etc. Et c'est là où c'est intéressant pour les profils comme Maddie. Et voilà. Et alors là, juste, j'en viens au titre qui s'appelle Kitty Like to Dance. Vous savez, le dernier épisode, il y a un moment où je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a une transition avec des chats. Et j'étais en mode, ah, transition avec des chats. Et donc, en regardant la rediff pour vous la remonter, etc., la transition avec des chats, c'était pour le personnage de Laurie. Et donc, si on dit Kitty Like to Dance, soit ça sous-entend directement le côté de la guerre de Alamo et Laurie, et bim, Laurie va se venger et un degré au-dessus, et Kitty Like to Dance, ça veut dire qu'elle va faire danser son adversaire dans le strip club, etc. Donc ça pourrait avoir toute une référence à ça. Ou alors Kitty, on peut le voir aussi comme soit comme le côté Kitty, 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 donc cute, mignon, un peu réducteur, un peu paternaliste. Ou alors on peut le voir comme Kitty, le chat. Le chat, qui est un animal qui chasse, qui est aux aguets, qui observe et qui à un moment, bim, attaque. Tout comme le personnage un peu de Laurie quand on a cette définition-là. Et donc voilà, ça peut être aussi Laurie qui orchestre, au sens de, elle pourrait faire dans ses roues, Cassie, Angel, etc. Vous voyez ce que je veux dire dans ce côté-là. Ou alors justement Alamo. Et voilà, et il y avait un autre truc aussi dont je voulais vous parler. Ça on s'en fout, c'est de la pure théorie. Je voulais vous parler justement du dernier truc du Jardin d'Éden. On entrerait dans l'Est d'Éden. Et alors là, je vous donne la définition d'Est d'Éden que j'ai trouvée. C'est-à-dire dans le monde réel, celui du travail, de la dette, du corps exploité et des conséquences. Pour l'instant, me semble assez logique.
Attendez, parce qu'en fait, je trouve pas... L'Est d'Éden, c'est le monde du labeur, de la honte. Si c'était Cassie et Nate pour le rôle d'Eve et d'Adam, comme on avait dit, Cassie quitte le rôle d'Eve pour devenir quelque chose de plus ambigu. Une femme qui utilise son image comme monnaie d'échange. Et donc elle rentrerait dans le domaine justement du péché, emmenée par Adam, qui était Nate, qui a fait pécher et qui s'est fait tabasser. La religion ne disparaît pas, elle se transforme. Le corps devient un temple et l'attention des autres devient un rituel. Sinon, le côté DEA, vous savez, donc le fait que Rue elle s'est fait embarquer et le jugement aussi de... Le jugement, non, Nate qui parle au panel là, qui doit lui valider ou pas son chantier de construction, ça peut être vu aussi comme le jugement dernier. Vous savez la manière dont c'est fait, etc. Et vu que ça arrive après le Jardin d'Éden, ça peut être intéressant. Donc là, je pense qu'on va vraiment arriver dans un shift. Cet épisode 4, ça va être vraiment un retournement. On était dans les symboles, on était dans la présentation avant, là on va passer dans l'action. Et j'avais un dernier point là-dessus. Si on parle du Jardin d'Éden pour Rue et Jules, donc ça c'était la deuxième supposition. Alors j'avais dit que Jules, en gros, il y a tout ce côté où on dit qu'elle mange la pomme parce que justement elle s'est extraite de la relation, elle s'est isolée, elle s'est mise elle-même dans un rôle où on a fait toute l'analyse de la peinture que vous allez bientôt pouvoir retrouver sur YouTube dans l'entièreté. Et donc elle aurait mangé la pomme volontairement et seule comme un facteur d'autodestruction. Car le monde ne ressemblait pas à ce qu'elle pensait. Et donc, la scène où elle pète un câble dans la bande-annonce, ça pourrait être justement ce moment où elle décide d'embrace tout son côté négatif. Et voilà. Et pour le pig, je vous remets juste... Il est où mon... Parce que j'aime bien vous montrer la manière dont je fonctionne aussi. Donc il y a Pig, Police Officer, donc c'était un foreshadowing aussi, voilà, Police Officer, Pig, Paladin, c'est les deux mots qui nous avaient un petit peu amené vers le côté, voilà, il y a un officier de police, voire même il y a quelqu'un de caché, Bishop pourrait être un officier de police, etc. J'ai juste tapé Pig Slang, là j'avais trouvé ça génial, Pig, un homme qui prétend être un homme gentil, mais qui est une personne horrible au fond, et qui aussi trompe, dégrade et ment. Et capitaliste aussi, pig. Et donc, vous voyez, tous ces mots, ça peut faire penser à Alamo d'une certaine partie. Pour le côté capitaliste, donc on a dit self-made man, désolé. Et aussi, un homme qui cacherait justement sa vraie personnalité. Et notamment pour un homme qui travaille dans la vente du corps des femmes, que ce soit officiellement de ce qu'on sait, les strip clubs, officieusement de ce qu'on a pu deviner, peut-être le trafic d'organes, et le trafic d'humains tout court. Voilà. Ça peut quand même représenter plein de choses, je trouve. Et donc, je trouvais ça intéressant. Voilà, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Pour le côté satire des États-Unis, tout ce discours sur être allé sur la Lune, pour moi, ça va aussi en lien avec la satire des États-Unis, pas que des États-Unis bien évidemment, mais avec tout le truc des complotistes qui disent justement que les Américains n'ont jamais été sur la Lune, que tout ça c'est trafiqué, etc., etc. Enfin, moi je le vois un peu comme un sous-texte un petit peu... Encore une fois, si on lit par le prisme, cette saison 3 est une satire des États-Unis et du monde des adultes qui emprisonnent les enfants dysfonctionnels dans certains rôles. Donc ça peut être, hein, ça peut être aussi. Hein. J'avais pas vu que son t-shirt c'était des poissons. Enfin, je crois. Et donc ça pourrait être justement, il pêche. He's fishing. Donc phishing, ça aurait pu être pris pour le... On savait qu'il mentait dès le début. Bon, même si, on va être honnête, cette interaction-là, c'était dans la bande-annonce de la saison 3. Donc on se doutait tous plus ou moins. Qui d'ailleurs, je trouve que c'était inadmissible d'avoir mis ça dans la bande-annonce de la saison 3. C'est-à-dire qu'on savait tous que Roux allait se faire à un moment, bref. Et donc poisson, phishing. Donc soit il pêche les informations, soit phishing dans le sens où il va faire quelque chose pour que sa proie tombe dedans. Soit, j'en sais rien, je brainstorm, hein, si vous avez des idées aussi sur la pêche, c'est pas mon expertise, hein, mais phishing aussi, il y avait tout le côté, à l'inverse, il peut être, lui il peut être le poisson et il peut se faire avoir.
Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ça des deux côtés, mais bon, par rapport à lui qui est, entre guillemets, les traits, c'est un cadre, c'est droit, ça va dans le bon sens, etc. Si on analyse les costumes, bleu, bien évidemment, force de l'ordre, etc. Rapport avec la bonté, si on parle des symboles religieux, bon, pas bon, etc. Et cet univers très blanc, très chirurgical, voilà. Moi, c'est mes interprétations, en tout cas, de ces petits costumes, etc. Si on voit revenir ces personnages, ça aurait pu être des indices. Ah oui, on n'en avait pas parlé, hein, mais bien évidemment, hein. Roux, on a vu qu'elle allait sortir à un moment, elle va travailler pour les flics, là, hein, c'est sûr, hein, c'est sûr. Super intéressant de l'avoir amené comme ça. Si tu veux que ta malédiction devienne un blessing, je saurais pas le traduire exactement, mais ça ramène à toute notre analyse religieuse de la saison, où concrètement, si c'est justement la personnification d'Adam et Ève, Adam a mangé la pomme, il a emmené Ève, donc Jules, avec elle, lui, entre guillemets, et là, elle pourrait avoir un arc de rédemption. On lui propose une sortie moralement bonne en termes de religion. Mais bon, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que tu ne sors pas d'un gang, ou si tu as travaillé avec des gens qui font partie de l'illégal, n'importe qui, même si on n'a jamais travaillé, on sait que c'est compliqué d'en sortir et que t'en sors pas indemne, ou alors qu'on peut te tuer, te menacer, ou alors soit faut que tu disparaisses et tu changes de nom et que tu changes de pays, mais t'en sors pas comme ça assez facilement. Donc intéressant aussi pour tout ce côté du côté, là, comme on l'a parlé dans toute l'analyse, le Jardin d'Éden, c'était l'épisode d'avant, et là, bim, on est aux conséquences directes, aux dettes, etc., à l'est de l'Éden, comme on dit en religion. Le blanc, ça peut être symbole de pureté. Ah, Kélé, c'est le nom. C'est le nom de l'épisode, ce qui confirme que c'est Kélé like to dance. Ici, c'est obligé. Je sais pas comment ils arrivent à la faire vraiment, genre, physiquement addict. Pour tous ceux qui regardent Zendaya voilà, là je sais pas, sur les tapis rouges, machin, bidule, truc, elle n'a physiquement pas la même tête ni le même regard. C'est son potentiel d'actrice est juste, genre vraiment, je trouve que dans cette série, ça lui aura permis d'avoir un tel éventail. Et encore, j'ai regardé The Drama il y a pas longtemps, on en parlera sur cette chaîne, parce qu'en termes d'analyse psychologique, c'est dingue, mais là, je sais pas comment vous dire, physiquement, ses yeux, son regard, elle arrive vraiment à être d'une justesse qui est folle. Et en même temps, là, ce côté de tout ce que je viens de vous dire d'Alamo juste avant en termes de profil psychologique, et qui traite de la même manière au point que les deux confondent. Mais attends, il parle à qui là? Il parle à celle qui monte son corps ou il parle à celle dont qui il détient le corps parce qu'il a payé ses dettes? Parce que dans tous les cas, les deux leur appartiennent, tu vois ce que je veux, lui appartiennent. Désolé, le français est pas très bon, mais non, je trouve ça intéressant. Et j'avais un autre truc, je ne sais plus, j'ai oublié. Call her chicken. Oh, je vous ai pas fait écouter. Bon, on verra après. Il y a toute une musique, Little Piggy on the farm, nanana, un truc comme ça, genre d'enfant. C'est littéralement Euphoria. Que je vous ai dit que j'ai pété un cap sur le mot pig et en fait j'ai découvert regarder des trucs et j'étais en mode bon, peut-être que je suis allée trop loin, mais ça va trop bien avec Euphoria. Et donc là, chicken, ça veut aussi dire chicken out en anglais, ou ça veut dire avoir peur, ça veut dire fuir, ça veut dire est-ce que c'est du foreshadowing ou est-ce que je pars trop loin? We don't know. We never know. Et encore une fois, hein, je le dis pour ceux, voilà, je le répète plus, hein, cette teinte verte à chaque fois qu'il y a l'amour ou qu'on est dans des moments un peu comme ça, teinte verte rappelle justement le serpent, aussi le vert c'est souvent la couleur du dégoût, ça peut amener un certain danger, etc. dans Euphoria, donc voilà. Bon, alors c'est définitivement dans le strip club qu'il va se passer un truc cet épisode. Ah, c'est la première fois où là tout le truc pique que je viens de vous annoncer, c'est la première fois qu'on le voit. La pomme. On l'a vu, on l'a tous vu. Oh, d'ailleurs, petite info, je ne savais pas, vous savez cette fameuse scène qu'on n'avait pas compris, où elle appelait Fesco? Désolée, je mets ce petit visage à Fesco parce qu'il mérite d'être à l'image. Angus Cloud. Par rapport à la scène justement où... ouais, c'est pour ça que je le laisse, on a besoin. Là, j'ai besoin de quand on parle, il est là. Il a besoin qu'on montre son visage, c'est un excellent acteur, et voilà. Toute la scène de téléphone où il parlait de s'enfuir, machin, etc., on n'avait pas trouvé grand-chose à dire dessus, mis à part le fait que ça pouvait peut-être être un moyen de
faire rêver Roux à une possible sortie, une possible échappatoire. Donc, entre guillemets, Angus représentait son enfermement, et donc l'enfermement physique, là où l'enfermement de Roux était, était émotionnel, relationnel, économique, etc., etc. Et donc lui faire rêver un échappatoire. Et je ne savais pas, on m'a dit ça, c'est qu'à la fin, les derniers mots, c'était Kiss Kiss Love Love ou un truc comme ça. C'est Zendaya qui a insisté parce que c'était le dernier tweet d'Angus Cloud. Désolée, je savais pas, je suis en mode... Ok, d'accord. Donc cette scène-là que tout le monde a critiqué, je suis en mode... Bon, ok. Juste pour ça. Merci Zendaya, parce qu'encore une fois, ce n'est pas les scénaristes. Mais bon. Voilà, petit moment de... Moi, regarde-moi ces bouilles. Puis en plus, mais en plus, non mais en vrai, c'est horrible. Parce que le fait de le faire vivre et de machin, c'est que là, dans ma tête, c'est vraiment, c'est un symbole du personnage qui est mort. Non, le personnage en vie dans la série, j'arrive pas à me mettre ça dans le crâne. Je n'arrive pas à mettre ça dans le crâne. Désolé, mais voilà. Encore un foreshadowing, désolé. Hein. À chaque épisode, on en voit au moins 15 de comme quoi Roux, elle va mourir. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Je vous le dis. Bon, le dernier épisode... on s'installera bien, on va pleurer nos larmes, on mettra pause autant de fois qu'il faut pour pleurer, ça va être dur. Ce vert, vous voyez encore une fois, mais lui paraît un peu bleu dans le vert. Contrairement à d'habitude où le bleu de Roux, typiquement, faisait vert dans le vert. La fameuse femme au serpent qui peut représenter Roux. Je veux les mêmes lunettes. J'avoue que c'est stylé. On peut dire ce qu'on veut, hein. Euphoria en termes de design, cara design, non pas cara design. Mais je vous regarde et là, je vois un gros pied qui arrive à côté de ma gueule. Avec le chat et tout, genre oh. C'est Nate. Tout le monde me dit que j'étais tarée avec les histoires de costumes de Nate. Qu'on me dise alors pourquoi dans tous les épisodes il a un costume avec des carreaux. Si c'est pas pour représenter le cadre, le contrôle, le fait d'être dans les... Vous voyez ce que je veux dire là? Bien dans le... tout carré, tout, je dois paraître bien, je suis pas une forme qui part dans tous les sens, vous voyez, moi je mettrais plus des trucs qui partent dans tous les sens, lui c'est un carré, bref. Et en même temps, là, il y en a plus, il y a du gris, du bleu et du rose, donc ça veut dire que contrairement à avant où c'était que des couleurs, j'en sais rien, un truc bleu avec des lignes blanches qui représentait le cadre, là son cadre il a besoin d'être agrandi. Le rose ça pourrait représenter Cassie, lui le bleu, et les grosses lignes noires ça pourrait représenter les galères, les dettes, etc. etc. Rappelez. Bon, je pense je réanalyserai cette scène-là parce qu'en plus on a papoté et tout ça. Super intéressant tout ce qui est dit par rapport... je vous avais dit un petit peu... j'ai pas eu le temps de faire la vraie théorie dessus, mais je vous ai donné quelques indices pour la lecture sur ma dernière vidéo TikTok. Et je vous avais dit justement, il y a quand même une grosse critique de... la méritocratie et de la réussite à l'américaine. Donc on l'a vu avec le personnage d'Alamo là jusqu'à maintenant. Et le personnage de Nate qui est profondément dans la méritocratie et qui n'a toujours pas compris que... Oh, je suis en train de rigoler, je crois que j'ai un peu le même canapé. Et je vous le dis, c'est plus un truc vieux que luxueux, donc ça me fait très rire. Tout par rapport au discours à la méritocratie. Donc il y a tout ce truc où il croit qu'il peut y arriver en travaillant dur, parce que c'est ça qu'on lui a appris toute sa vie, et qu'en fait, malheureusement, là il est de plus en plus enseveli sous les dettes, et résultat, ça va à l'encontre en fait de l'image qu'il en a, et un peu cette phrase qu'elle vient de dire, bah, everything that you build is built on a lie, tout ce que tu as construit est construit sur un mensonge. Je trouve ça assez... Une belle critique un petit peu justement de ce discours-là méritocratique de si tu veux tu peux, ça me donne envie de travailler encore plus. Oui bah travaille encore plus et puis tu vas finir avec encore un orteil en moins là, et sous-entend un truc comme ça, mais je trouve ça intéressant. Ah ça, vous avez vu mon analyse normalement de toute la scène du dîner dans l'épisode 1 là. Je vous ai dit aucun des deux parlait d'amour. Elle parlait de sa valeur. Lui, il parlait de ce qu'il renvoie, de ses possessions, du matériel. Et donc, ça, ils n'ont jamais parlé d'amour depuis le début de la saison 3. On ne les a jamais vus parler d'amour. Les seuls moments où on a vu qu'ils souriaient, déjà tous les deux, c'était après s'être embrassés devant tout le monde au mariage. Donc, plus fake, il n'y a pas, tu vois ce que je veux dire. Et tout est construit par rapport à eux, leurs propres insécurités, leur propre volonté, leur propre ego. Donc, le fait que là, ils disent... And our love. Donc en mode, est-ce que je vais perdre encore plus? C'est-à-dire que je vais perdre ma réputation, mon argent, ma maison. Est-ce que je vais perdre aussi la jolie femme qui peut m'apporter des jolis enfants et m'apporter ma petite réussite? Ou pas? Et elle, il la regarde en mode...
Ah oui, parce que toi, ma chérie, t'attendais de la valeur, de la valorisation, de l'amour au sens de... tout ce qu'elle fait, c'était un test. Alors oui, elle les faisait en manipulant, on l'a dit aussi, hein. Mais tout ce qu'elle faisait, c'était un test, un test, un test. À chaque fois, il échouait, il échouait, il échouait. Et là, vas-y, elle demande rien. Et là, il arrive en grappillant, forcément. Elle est dépassée. Ah non, c'est trop drôle. Je suis désolée, mais leur relation... Les gens, ils ont beau détester, je trouve que leur relation, elle est extraordinaire. Alors, ma théorie. Connaissant Cassie, Chris c'est ma pote. Il va encore une fois dire les belles choses. Elle va encore une fois retomber dedans. Et vu que pour Cassie, l'amour est conditionnel, c'est-à-dire que la seule manière dont elle a appris à aimer, c'est que l'autre... je sais pas comment dire, l'amour conditionnel, c'est par exemple, j'en sais rien, si tu fais pas ça, l'autre, il disparaîtra de ta vie. Et s'il arrive à bien jouer ses cartes, Nate, il repart dans la manipulation, dans la valorisation, dans le jeu de thème, dans le maintenant en fait, la déclaration d'amour qu'elle a toujours attendue, bim, là elle retombera dedans, je pense. Et là, c'est tout le truc où elle va commencer à aller chercher de l'argent pour Nate. Hey bonjour, je reste en l'heure, que j'ai du monde. Bah écoute, reste avec ton monde, hein, t'inquiète pas. Merci déjà d'être passé nous le dire. J'espère que tu vas bien aussi. Reste avec tes petits copains, tes potes, toute ta famille ou je ne sais quoi. T'inquiète, il y a la rediff au pire. Et si d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais si un jour il y a des gens qui veulent la rediff en entier, je peux pas la publier sur les réseaux, etc. et je l'enlève, vous me dites sur Discord, j'essaierai de vous l'envoyer, je ne sais comment, comme ça vous avez tout l'épisode et les reacts. Voilà. Voilà. Et donc, désolé, j'en reviens, bim. Soit Nate, il va bien faire le truc, soit Cassie, là, elle est vraiment terminée et elle va nous la jouer... je retrouve mon identité, ma sexualité, mon besoin, et elle va avoir besoin d'être validée par des inconnus, et donc on va être en utilisation d'OnlyFans fois 1000, et soirée, et tout ça. Donc il y a les deux. C'est soit elle va tout faire pour récupérer l'argent de Nate, mais tout faire, c'est-à-dire elle serait capable de donner son cul, montrer son cul, etc., parce que en faisant ça, elle aurait gagné l'amour de Nate, et Nate serait un peu en déficit, c'est-à-dire, rappelle-toi, j'ai fait ça pour toi, et vu que c'est une relation de dynamique de pouvoir, ça pourrait justement faire que pour une fois, elle reprend le pouvoir, parce que là, on a l'impression qu'elle a le pouvoir symbolique, mais je suis pas trop d'accord avec les lectures qu'il y a eu dessus. Vous pouvez voir justement mes lectures analytiques pour ce couple. Et voilà, donc pour moi ça c'est les deux. Pour moi soit c'est vraiment fini, alors là on va avoir une Cassie wouhou, et un Nate, je vois pas très bien ce qu'il peut faire Nate pour la suite. Donc je pense qu'un Nate sans Cassie, dans la suite de l'histoire, les 4 épisodes, je le vois pas beaucoup. Là où une Cassie sans un Nate, elle peut avoir un arc intéressant, je trouve encore. Mais bon, à voir. Allez. Ah oui, donc non, c'est fini, et elle nous fait... Ah non, comme je vous dis, elle va se battre pour le couple et elle va le rendre Nate déficitaire. Oh mais attends, mais t'as trop raison. Mais attends. Mais tu as extrêmement raison. Désolé hein, pour les gens, là on commence à devenir chiant. Oh de ouf. Mais de fou malade. Donc comme si c'était les petites filles qui regardaient les grandes. Donc, dans ma théorie, satire, pas satire de l'âge adulte, comment, attendez, je reprends mes notes, non, c'est pas sur ces notes-là, tant pis, on va reprendre mon truc. J'avais dit, en gros, pour moi, la saison 1 et 2, c'était concrètement, je caricature, jeunesse en souffrance, et là, maintenant qu'on est passé à l'âge adulte, si on part sur la satire des États-Unis, blablabla, et tout ce que j'ai dit est vrai, c'est littéralement mon dernier axe d'analyse, c'est de dire que cette jeunesse en souffrance n'a aucune possibilité dans le monde actuel de rédemption, ou de bienveillance, ou de machin, que de devenir exactement là où la société veut qu'elle soit. Et c'était la fin de ma dernière analyse, où en gros je vous disais, on passe quand même d'une gamine addicte, bipolaire, etc., qui devient dealeuse, à une femme qui avait peur de l'abandon, qui avait besoin d'amour, etc., qui va sur OF. Par exemple aussi Jules, une femme transsexuelle qui a appris à s'aimer, à s'accepter, etc.
désolée, je vais boire de l'eau, et à accepter sa féminité, sa masculinité, etc. Parce que voilà, au final devient juste un objet de désir pour des mecs pas nets et vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est un peu tout ce truc comme ça de... Il y a une phrase que je voulais vous mettre dans l'analyse, mais je vous l'ai dit parce que j'avoue, j'étais très contente de ma phrase. Tous les personnages dans cette saison 3 sont exactement là où les haters veulent qu'ils soient. Veulent qu'elles soient. Bon, vous avez compris. Ma phrase n'a pas eu autant d'impact parce que je l'ai pas entendu, mais vous avez compris. Et quand vous la verrez, vous l'avez eu en avant-première avant les vidéos. Non, c'est-à-dire que ouais, il y a vraiment ce truc-là où tous les gens qui détestaient la série, si ils avaient regardé en Hate Watch et ils avaient dit ah bah la saison 3 dans tous les cas, elle va finir comme ça, lui va finir comme ça, lui va machin, c'est exactement ce qui se passe. Et donc si on le prend non pas comme une facilité narrative, mais comme une critique, ça veut dire que littéralement tous ces jeunes en souffrance, aujourd'hui, aux États-Unis, selon les créateurs de la série, donc Sam Levinson, mais aussi les équipes, parce que Sam Levinson n'est pas tout seul, rappelons-le, il y a, j'en sais rien, entre 5000 et 10 000 personnes en plus, qu'ils ont décidé de montrer qu'au final, ces enfants-là n'ont pas de solution que de devenir les propres clichés d'eux-mêmes. Et donc, si t'es une femme, oui, la commercialisation de ton corps va arriver comme réflexion assez vite, parce que la société te pousse dans cette direction-là. Parce qu'on te fait comprendre que si t'as pris de la drogue, tu peux que finir là-dedans. Si tu cherches de l'amour, t'auras pas d'amour, tu finiras là-dedans et tu l'auras que là-dedans. Et donc ça devient un peu une petite critique. Elles reviennent à leur relation d'avant. Ça peut aussi être ça, t'as raison. Ça peut aussi être un moyen de... pour les petites filles qui sont en elles, il y a peut-être un moment de se retrouver un petit peu entre les deux. Mais pour moi, ça pue. Pour moi, Maddie, elle est pas du tout en mode copine-copine. Hein. Peut-être qu'une Cassie, oui, hein, mais une Maddie... Maddie, elle arrive en mode business plan. En mode, elle arrive à la piscine, en mode... Oui, allô, bonjour. Non, t'inquiète. Un chèque de 300 000 €. D'accord, ok. Non, pas du tout, en fait. Non, en fait, je suis trop bookée, là. Désolée, là, j'ai juste prévu une petite 2 heures de vacances. On en reparle après. Bonjour, Cassie. Voilà. Et donc, non, cette scène-là, j'irai réfléchirai parce que je pense qu'il y a beaucoup analysé sur le fait qu'il y ait les enfants, etc. Là, sur le t-shirt, il y a un petit cœur. Non, c'est définitivement ça, hein. Habillé tout en noir et tout, même si c'est pas... t'as trop raison. T'as trop raison. Enfin, faut que je retrouve le film des années 60 où il y a une meuf exactement comme Maddie. Alors, Jules, rappelons-le, sur son couverture verte, elle n'est jamais dessus. Sa tenue a l'air ouf. Ah oui, oui. Désolée, mais enfin, Lexi. Putain. Ok, donc on a eu un changement de costume pour Jules. Ça veut dire que, à réfléchir un petit peu plus, le costume de Jules, à ce moment-là, qu'est-ce que ça voulait dire, etc., etc. Parce que le fait d'avoir quand même choisi un costume juste pour être dans une scène dans son lit, et qui est un costume très esthétique, très... voilà, qu'est-ce que ça pourrait raconter je sais pas, là je dis juste les 2-3 mots qui me passent par la tête, le fait que même chez elle, elle ne se laisse pas aller, elle reste toujours apprêtée, prête à être l'objet de désir par rapport à son travail. On a dit qu'elle ne peignait qu'elle ne peignait pratiquement plus. Depuis justement qu'elle est devenue son art par le chirurgien plastique et donc est-ce qu'elle resterait un objet de désir, une robe noire avec des trous, est-ce que c'est pour montrer des trous dans son âme dans ce sens-là, c'est-à-dire que à force elle n'est plus complète, elle n'est plus entière, ou alors est-ce que ça pourrait pas rappeler aussi, moi ça m'a fait penser directement à la fameuse robe de Maddie, vous savez, dans cette soirée où il y a la scène des toilettes. La robe avec des trous, la noire, qui est culte, qu'on a tous vu et revu. Donc à quoi ça pourrait faire penser? C'est un parallélisme avec ça, etc. Voilà. Une opportunité pour Jules, c'est cool. Oui, malheureusement, vu l'analyse du tableau qu'on en a fait, où elle s'enferme elle-même dans son propre tableau, elle devient elle-même l'œuvre d'art qu'elle voulait créer, donc elle se transforme elle-même en objet de désir et d'art et à regarder. La plasticité, c'est le fait de rester entre guillemets jeune éternellement. Il y a toute cette scène un peu bizarre avec les phrases un peu pédophiles, mais qui peuvent aller justement dans tout ce truc de la beauté éternelle, la jeunesse, etc., avec la chirurgie, mais aussi le plastique au sens de l'art plastique, des œuvres qui ont été créées il y a plus de 300 ans, on les a encore dans nos musées et ils sont presque intacts, ce qui sous-entend aussi peut-être, si on revient sur le truc Adam et Ève avec Roux, on a dit il y a beaucoup d'indices comme quoi elle peut mourir. Jules, il y a beaucoup d'indices aussi comme quoi le truc de jeunesse éternelle, rester machin, les deux peuvent mourir aussi, hein. C'est les deux seuls que je trouve un peu crédibles en termes de mort de personnages.
Et là, Lexi, ouais, j'espère que juste que ça va pas être juste un pilier pour Jules. Enfin, que Lexi va avoir une story, quoi. Parce que là. Puis en plus, c'est trop intéressant parce qu'ils n'ont pas du tout pensé à Hollywood. Moi, je vous avais dit toute ma théorie sur la commercialisation du corps, c'était cette saison. Lexi, pour moi, Hollywood, ça fait partie du commerce du corps. Alors oui, c'est un commerce artistique du corps, mais moi, demain, je suis actrice. Mon corps appartient au service d'une œuvre d'art pour un personnage, donc je suis maquillée, habillée, je dois me tenir d'une certaine manière, je ne choisis pas ce que je raconte, il n'y a pas énormément de place pour l'improvisation dans le milieu du cinéma, et encore moins hollywoodien, et encore moins quand on fait une critique d'Hollywood dans un film ou dans une série, donc voilà quoi, donc j'aimerais bien voir ce côté commercialisation du corps qui n'a pas trop été montré, tu vois. Mais bon, voilà, allez c'est parti, je reviens un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'elles sont belles, désolé. Do whatever you feel. Mais, alors, je tiens à le dire, pour travailler un petit peu dans le milieu de là, ou des trucs comme ça, ou même avoir fait des trucs de graphisme et tout ça, le cahier des charges, ça pue. Quand les gens ils te disent, ouais, je veux un peu que ça soit dans ce style-là. Non, mais fais ce que tu veux, hein. Et que t'arrives en faisant ce que tu veux, ou peut-être avec une référence au 15e degré avec ce qu'ils t'ont dit, en général, ça va être, mais en fait, t'as pas respecté le cahier des charges. Non mais c'est inadmissible, nanana, t'as mode ah. Elle a dit quoi? J'ai pas fait attention. Elle lui a dit, hop là, de faire exactement, attends on reprend parce que c'était un peu court, de faire une œuvre d'art. Alors attendez, en même temps on va faire ça. Oceana, George Seurat. Ah. Donc du pointillisme et tout ça. Ah bah oui, d'accord. Mais bon, ah et c'est ça la meuf avec le umbrella dont elle parlait. Ok. Est un peintre dessinateur français. Désolée, mais c'est chez nous. C'est l'inventeur de la technique dite divisionniste de division du ton, appelée également peinture optique, chromaluminarisme et le courant du pointillisme. Ok, voyons voir les symboles de tout ça. Technique de peinture qui annonçait la désintégration de l'idéal impressionnisme et l'avènement de conceptions nouvelles. Il dépasse avec détermination l'immédiateté de la peinture impressionniste pour élaborer une méthode picturale qui prétend fonder les lois scientifiques et révolutionner le concept même de l'art figuratif. Ok, donc un mélange avec la science et l'art, entre la peinture, la physiologie, la psychologie et la perception. Ok, va falloir qu'on analyse le tableau. Moi, je vous le dis, on est reparti. On est reparti dans une analyse de tableau pictural. Ah là 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 là. On slay. Ouais, de ouf, hein. Les Français, là. On invente la science et l'art en même temps. Ah. Selon la théorie de Chevreul, donc je suppose que c'est dans la même lignée puisque c'est pas lui, une couleur n'existe pas en soi, mais seulement par rapport à ce qui l'entoure. Donc la théorie des couleurs, alors là ça j'aime, parce que ça c'est totalement tout ce qu'on fait, c'est analyser chaque couleur, elle signifie quoi. Là on avait analysé le rouge avec le tableau, et bon, je sais pas à quoi nous attendre pour le prochain tableau qu'on verra, mais voilà. 26 minutes. C'est parti. Sunday in the Park, donc là on a vu, vous savez, le petit truc avec le parapluie et tous les gens là. Ben on a vu qu'elle faisait pas du pointillisme. Hein. Oh, waouh. Pareil, je pense qu'il y a une référence cinématographique que je n'ai pas là-dessus avec la scène où elle se retourne. Là aussi, je pense sincèrement que... avant même qu'on voit le résultat, s'il vous plaît, j'ai vu quelqu'un qui a fait une analyse super, pour ceux qui s'y connaissent un peu en histoire du cinéma, etc. Le film Persona, donc un film qui raconte l'histoire de deux femmes. C'est un film vraiment à l'époque où il n'y avait pas... voilà, on n'en était pas au cinéma féminisme d'aujourd'hui, quoi. Mais c'était révolutionnaire pour le temps. Je vous montre juste l'image parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont vu, même à l'école ou j'en sais rien. Hop là, et donc voilà, c'est, vous avez peut-être vu, même, je sais pas quand vous regardez les Césars ou ces conneries, machin bidule, et c'est l'histoire donc de deux femmes ensemble, et c'est très psychologique, et c'est un petit peu le rapport entre Cassie et Maddie, dans le sens où il y en a une qui va presque
prendre l'identité de l'autre. C'est presque un truc entre de la bromance amicale, voire même presque de la romance, tellement c'est fusionnel. Et en même temps, il y en a une qui perd un petit peu son identité au fur et à mesure pour l'autre, ce qui correspond assez bien justement au profil Maddie Cassie quand même. Et je sais plus pourquoi je disais ça, laissez-moi voir. Et là, ça m'étonnerait pas que le maquillage qu'on voit, ça soit un peu un maquillage à la Maddie. Vous savez, comme dans la saison 2, quand elle impressionnait Maddie, pas impressionnée en français, quand elle imitait Maddie pour plaire à Nate en mode regardez-moi, regardez-moi. Donc bon, je sais pas, mais bon, les yeux très bleus, à voir. La musique un peu princesse Disney. Oh, le mélange entre le maquillage et la peinture, c'est génial. Cette petite transition était géniale. J'adore ce plan, moi j'aime beaucoup les plans un peu à l'expressionnisme allemand, on voit les ombres, etc. On voit toute la construction, on revoit l'idée du cadre, Jules qui est enfermé dans un cadre, comme emprisonné, bref, ça va totalement dans la continuité de tout ce qu'on a dit. À chaque fois qu'elle peint, elle s'enferme dans un cadre, et même dans sa vie, et la peinture lui permet de temps en temps de sortir ce cadre, mais bon, voilà. Et aussi, je ne l'ai pas dit, la transition avec le maquillage et la peinture, c'est tout ce côté de superficialité. Pas forcément au sens négatif, tout ça, parce que la superficialité est un certain terme plastique, comme on l'a vu avec tout le corps. Donc la plasticité du visage et du maquillage, et que ça peut être une œuvre plastique, mais en même temps c'est une œuvre plastique, donc il n'est pas au réel, c'est une représentation. Ça peut être aussi dû directement au personnage de Jules, et Jules aussi qui se met en représentation à travers sa peinture. Voilà. Bon, là encore une fois je brainstorm, hein. Tout ça c'est des opinions, on n'est pas encore, hein, j'ai rien vérifié, on est en react. Oh waouh. Ah mais ça, il y a trop de rêves, faudrait que je regarde, mais j'ai des images en tête de films, mais j'ai rien, genre waouh. Mais ça y est, on l'a fait devenir métisse, genre. C'est ça, être belle dans la ville. Désolée, mais ce truc de spray tan, là, je dis pas, hein, bien évidemment qu'on est tous un peu plus beau bronzés. Regardez-moi comment je suis blanche comme un cul, mais bon, faut pas exagérer, quoi. Quand tu changes de 4 tonalités. Par contre, je tiens à dire, la musique depuis 2 épisodes, je trouve est beaucoup mieux. Enfin, dans le sens où beaucoup mieux. Bon, ça vaut pas un labyrinthe, mais avoir une musique très classique, très comme ça, pour un univers qui se prétend luxueux, qui se prétend, vous voyez ce que je veux dire, la luxure, la richesse, la superficialité, etc. Je trouve que la musique classique est peut-être plus adaptée que ce côté trash. Ce qui aurait été bien, c'était l'alternance avec le côté trash. J'en sais rien, quand on voit Roux, shut your damn mouth, avec là tout d'un coup alterné, genre en arrivant à Lexi, je sais pas, je vois ça un peu comme ça. Enfin, désolé, on en est qu'à 16 000. Comment on aime Jules. Ça, pour moi, c'est de l'art. Jusqu'à maintenant, l'art qu'elle faisait était un peu bateau. Là, je suis désolée. Utiliser une technique d'avant pour l'adapter au monde contemporain, la monstruosité des corps presque, vous voyez ce que je veux dire, squelettique, etc. Et en même temps, ça raconte son histoire, et littéralement, ça veut dire que littéralement, ce sont pour moi des femmes très sensuelles, mais avec ce truc du pénis, justement pour rappeler la transidentité. Ah, je trouve ça génial. Ah, je te jure, genre... Ah bah oui, alors là, elle a choqué le Hollywood, hein, faut pas oublier, hein, Hollywood, faut pas sortir les petits carcans indiqués, hein, voyons. Ah donc je te jure. Par contre, le tableau est extrêmement bien fait. Et maintenant qu'on a vu la référence, je trouve qu'elle a très bien réussi en l'adaptant à elle. Enfin, au niveau du cahier des charges, encore une fois, je l'avais dit, hein, le cahier des charges était pas le bon. Elle a respecté le cahier des charges. Comme le scène du pique-nique, mais adapté à toi, tu peux t'amuser. Voilà, elle lui a pas donné une fiche du personnage. Elle lui a parlé du peintre. Moi je tiens à le dire, je sais que pour des logos je m'étais fait engueuler aussi, où j'avais fait des trucs très originaux, il m'a fait bah non en fait faut que tu mettes mon nom dans un cœur. Dans ma tête j'étais bah en fait je vais pas te faire ton logo parce que je veux pas que mon logo, enfin mon nom il soit associé à ça. non, salut, tu vois ce que je veux dire. J'ai un moment bon. Voilà. Mais là ça fait un peu ça, mais le côté sombre, ombre et lumière. Et c'est marrant, c'est que les mêmes corps, quand ils sont dans l'ombre ou dans la lumière, font pas du tout la même chose. Là, on voit pas le côté monstrueux, alors que dès qu'ils sont dans l'ombre, on voit le côté monstrueux du corps. Question de perception. Le vent, c'est marrant parce que le vent de ses cheveux, il l'emmène par là. Alors que on dirait que le vent emmène plutôt le parapluie par là.
Ouais, bon, bah, comme d'hab, on fera une petite analyse picturale, je pense, mercredi. Ah là là là. C'était comme ça dans l'original. Attends, on va re-regarder. Oui, là, ça faisait vraiment scène de pique-nique. Ah, il y avait la notion des animaux aussi, qui là est peut-être nous sommes les animaux aussi. Non, il y a une part de monstruosité qui n'est pas du tout là, présente quand même là-dedans. Un parapluie dans l'ombre, t'as raison que maintenant que je le dis, maintenant que tu le dis, je veux dire. Parapluie dans l'ombre, c'est pas logique. Ah, c'était peut-être les ombrelles de l'époque. Là où, à notre époque, ça n'a plus de sens. Ah oui, ils ont tous des petits parapluies d'ailleurs, je suis en train de capter. Là où il n'y a qu'un seul personnage qui a un parapluie ici. Ah non, deux. Et il y a un côté beaucoup plus en mouvement aussi, contrairement à là. Donc vivant. Puis là, si on compare la colorimétrie, c'est un peu plus plat, pastel. Là où c'est beaucoup plus vif et donc il y a un fort contraste. Surtout là où il y a un vert qui est un peu différent de plus loin pour que ça fasse un gros contraste ici. Donc attendez, on reprend... Donc ouais, n'hésitez pas aussi quand vous voyez des scènes que vous dites il y a des trucs à analyser et qu'on n'a peut-être pas tout vu, dites-les moi pendant, avant, après, je les note et ça fait partie des trucs que j'analyse entre temps. Aladdin. Cette scène-là, j'en avais déjà parlé quand on avait regardé le générique. Encore une fois, quand il y a... je sais qu'il y avait à peu près une scène similaire dans The Last of Us saison 2 et on avait analysé d'ailleurs que... justement les pierres tombales représentaient, parce qu'il y en avait plusieurs, la mort de tous les personnages. Là, on va être cash, hein. Soit c'est une annonce que tous les 5 y meurent, soit, vu la position de Faye, qui est d'ailleurs la seule qui nous regarde nous, donc qui joue avec le 4e mur, quoi, ça peut être une annonce de la mort de Faye. En plus, avec tout cet aspect un petit peu de fontaine derrière, encore une fois, pas fontaine de jouvence, mais j'ai des fontaines religieuses, là, désolé, hein, la religion, j'apprends au fur et à mesure, mais c'est pas non plus mes plus grandes connaissances. Et donc, ouais, pour moi, ça annonce quand même quelque chose qui pue. Regardez, regarde vers le ciel et tout, ouais. Ouh, les chevaux, je sais que ça a beaucoup de symbolisme, le cheval. La force physique, la vitalité, le courage d'avancer dans la vie. L'animal totem qui nous apprend à surpasser nos limites et nous adapter aux changements. Un animal libre, fort et indomptable. Le cheval est synonyme d'action. Donc ça va aussi dans mon après-analyse que ça va être un épisode dans l'action. Associé à une divinité particulière comme un animal toté du roi ou du guerrier. Le culte du cheval et les sacrifices, intéressant, sacrifices, sont à l'origine caractéristiques du culte nomade d'Eurasie. Dans la Bible, ce destrier représente la victoire, l'espoir, le triomphe ultime du bien sur le mal. Ah! Donc, Faye pourrait, au lieu de cette histoire de la mort, pourrait être, si on les voit tous, parce que là elle est cachée, tous ces personnages-là ont un destin, on va dire, tout tracé, mais elle pourrait peut-être s'en sortir. C'est peut-être l'effet inverse. We don't know. We don't know. Donc Maddie, au final, contrôle totalement Cassie, hein. Ce qui, au final, n'est pas un petit peu toute leur relation. Ouais, Lexi, elle fait... Il y a tout ce truc de la pureté de Lexi, là on a appris qu'elle était vierge, etc. Et je pense sincèrement qu'il va y avoir un retournement de situation. Mais attendez. Mais là, ils sont tous comme ça dans une villa et personne... Enfin, hein? Mais dites-nous, c'est les vacances à la villa de Maddie. Je sais pas, moi je m'attendais pas à voir tous les personnages. Déjà c'est cool, mais là, attendez... C'est trop d'émotion, genre tout le monde est là, wouhou, c'est la folie, genre what the fuck. Ah, Roux est habillé en vert, symbole de la trahison et de tout ça. Le serpent, il est là. Merci Lexi d'être la seule qui... C'est nous Lexi. Ah, j'attendais une scène, c'est parfait, parce que j'allais revenir en arrière. Rouge, vert, noir. Rouge, passion, danger, amour, sensualité, désir. Vert, je vais pas le réexpliquer pour la 15e fois. Bah si, puisqu'au cas où on fait un clip. Vert, donc tentation, le serpent, entre deux, tout ce qui est négatif, dégoût, etc. Le noir. Le noir, c'est la couleur du démon, méchant. Quelque chose de sombre, quelque chose... Même si on sait très bien que Maddie elle est toujours habillée comme ça, etc., etc., là, dans ce plan-là, dans ce shot-là, pourrait dire quelque chose, je trouve. Et Lexi qui est habillée très prude. Elle a une jupe plus longue que le short de Roux, etc., etc.
le tyran. Et elle est restée toute une scène accroupie là comme ça. Avec des talons. Moi déjà je fais un squat, j'en peux plus. Bon, je me doute qu'aussi elle a pas le même corps que moi, tu vois. Mais quand même, respect. Lui pareil, vert, il est pas clean. Et il va pas rester clean. Marrant quand on voit tout le discours sur la méritocratie et au final les grosses images du colonialisme. Donc on en revient au truc satire de l'Amérique, une histoire qui est déformée. Ma théorie, elle est plus ou moins confirmée. Ah désolé, je suis contente quand on a raison. Quand même, que je dise, lui ça peut être Adam et elle Ève, et que après, God say to Adam. Bref. Donc on est au jugement dernier. Hein. Jugement dernier. Hein. Vous n'allez pas au paradis, vous irez en enfer. Les bras comme ça, prière. Derrière, ça ressemble à une tombe. Waouh! Waouh! Désolé, mais quand enfin, là, j'avoue, c'est une des bravos. Ma théorie, c'était, voilà, les sous-entendus et tout ça. Là, ils l'ont mis en lumière. C'est-à-dire que là, c'est littéralement... on pourrait avoir exactement la même scène de dialogue d'un homme qui est mort et qui arrive au jugement dernier et qui... I wanna be good, I wanna be good, I wanna do good things, I don't wanna be bad. Bah oui. Mais dans l'idée, tu veux être good trop tard. Sans parler de... On ne sait pas exactement d'où viennent les dettes, etc., etc. Ça n'a jamais été le projet de base. De si tu trouves une fleur, tu veux faire un truc autour, machin bidule. Là, tu fais ça au moment où tu as peur pour ta vie. Donc, c'est pas légitime dans le jugement dernier, entre guillemets. Donc, entre guillemets, tous tes actes passés commencent à avoir des conséquences. Et quand on parle de méritocratie, ce n'est pas parce que tu travailles dur que tu vas y arriver. Et donc là, t'as beau supplier, t'as beau faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Donc non, waouh, cette mise en scène du jugement dernier, franchement, je pensais pas que c'était aussi juste. Je suis très contente de moi, parce qu'encore une fois, la religion, c'est pas le domaine que je connais le mieux, donc s'il y a des gens qui sont croyants, peu importe les religions, qui puissent apporter justement peut-être une lecture encore plus de ça, je regarderai bien évidemment ça entre-temps, quand je vous ferai la théorie de la religion totalement complète, mais waouh. Waouh, donc là, on a concrètement, si le jugement dernier, on a un personnage qui va aller aux enfers. Là, le jugement dernier est passé, c'est tu n'iras pas au paradis, tu vas aux enfers. Donc à partir de là, Nate, tous ceux qui croyaient que Nate il était devenu gentil et tout ça, machin, mais tu l'as. On l'attend, on savait qu'il allait venir et qu'il n'était pas. Et il a pas pris sur lui, il a pas été voir de psy, personne lui a dit yo. Tu sais, avoir menacé et étranglé ton ex-copine, c'était quand même pas trop cool. Tu sais, avoir tabassé une femme parce que tu l'aimais bien et juste parce qu'elle était trans, c'était pas trop cool. Tu sais que bon, voilà, la conséquence de tes actes, malheureusement. Et même s'il avait fait semblant, c'était tellement un contrôle que bon... Voilà, bref, on va voir, mais c'est ouf, toute cette histoire du jugement dernier. Ah, donc Cassie, quand elle a dit... D'accord, donc ils sont officiellement séparés. Parce que vu elle a un petit peu menacé... Lui, il lui a pas vraiment couru après. Et ensuite, elle a dit I'm going to work. C'est pas see you never. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas adieu mon gars. Donc ouais, ok. Est-ce que l'argent elle va s'en servir pour elle ou pour Nate? D'un côté, là, comme je vous l'ai dit, s'ils sont vraiment plus ensemble, elle veut plus rien avoir à faire avec Nate, voire même elle veut devenir un objet de désir pour que Nate lui recourt après. Au moins qu'il soit jaloux, mais elle est pas... Voilà, elle reste quand même dans la validation masculine d'autrui, etc. Donc il y aura toujours une part de si mon ex il me trouve jolie, si mon ex il me trouve parfaite, etc., etc. Mais il y a quand même moyen pour moi que... Elle arrive et qu'elle vienne avec Nate en lui proposant de l'argent pour qu'elle reprenne le pouvoir de domination dans le couple. Parce qu'elle est mariée, il n'y a pas de papier de divorce, il n'y a pas de... Barbie Cassie, elle veut sa vie de rêve toujours. C'est vrai que Barbie Cassie, là, avec le truc rose, j'avais pas vu la rêve, mais je pense que t'as raison. Jusqu'à maintenant, j'étais pas sûre que Bishop, ça soit un cop. Ça, c'était plus la théorie d'internet. Ces deux phrases-là de dialogue, désolé, mais... le fait qu'elle a dit à Maddie à la piscine qu'elle pouvait être tout ce qu'elle voulait, ça me fait penser au slogan de Barbie « We girls can do anything ». Putain, mais t'as tellement raison. Mais je pense que la référence à Barbie, si on prend la truc de la satire des États-Unis, Barbie est quand même un truc qui est politiquement
large et complexe, c'est-à-dire moi qui ai découvert l'histoire de Barbie, pas l'histoire dans le film et tout ça, l'histoire un petit peu du truc de Barbie, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un certain aspect féministe, etc. Mais c'est vrai que pendant des années, pour moi, Barbie, c'était le petit truc des meufs un peu princesses, soit parfaites, etc. Alors oui, Barbie, elle pouvait faire plein de métiers, mais plein de métiers, toujours en ayant des talons, toujours en ayant un brushing, toujours en étant blonde, tu vois ce que je veux dire, en n'ayant pas une diversité ni de corps, ni de physique, ni d'esthétique, ni de culture, etc., etc. Et c'est vrai que pour moi, ça représente assez bien les États-Unis dans ce truc de un truc peut-être féministe et en même temps tout son opposé. C'est un peu ça pour moi les États-Unis, c'est que tu peux être une femme, j'en sais rien, une artiste féminine super connue, star et tout ça et machin, et pourtant être toujours sujet aux injonctions que tes boîtes de production te donnent. Ah bah non mais mets-toi en body pour chanter sur scène, etc., etc. Il y en a, ça peut être de l'empowerment, un choix. Il y en a, ça peut être quand t'as 45 personnes qui te disent je te jure c'est une bonne idée. Et ça c'est un truc dans l'industrie de la musique d'ailleurs, voilà. Le nombre de critiques qu'on voit en mode ouais mais elles sont toutes habillées comme ça machin bidule truc oui oui quand t'as 200 personnes littéralement 95 producteurs artistiques de musique producteurs de ta tournée tout ça et qui disent je te jure que c'est un bon costume, je te jure que t'es trouvé là-bas comme ça, je te jure machin bidule, bah bien évidemment en fait t'y crois parce que t'as confiance. Et quand 200 personnes te disent la même chose, tu commences à y croire. Et au bout d'un moment, tu doutes même de toi. Putain, j'avoue que j'aurais pas pensé. Bon, bah voilà, machin bidule. Et c'est aussi un des aspects qui je trouvais le plus oublié dans l'art, dans le cinéma, dans tout ça, c'est, rappelons que c'est pas un réalisateur, c'est pas un producteur, c'est pas un régisseur. Non, c'est des groupes de gens. Et donc si un groupe de gens se met d'accord, là typiquement, je reviens sur The Idol avec Sam Levinson, je pense sincèrement que la gamine, là, Lily Rose Depp, non, c'était Lily Rose Depp non, c'était pas Lily Rose Depp, c'était... comment ça s'appelle? Si, c'était Lily Rose Depp. Lily Rose Depp, bah, tout d'un coup, quand c'était une réalisatrice avec un super projet, puis tout d'un coup que bah, la réalisatrice se fait virer, qu'ils mettent Sam Levinson à la place, et que The Weeknd il commence à dire je te jure, c'est une bonne idée, c'est machin, avec 95 personnes de l'équipe technique qui valident ce qui a été dit. Je pense sincèrement, quand t'as pas fait beaucoup de films, que t'es pas la star machin bidule, bah t'as du mal à dire non, et tu te rends même peut-être même pas compte des dingueries que t'es en train de faire. Encore une fois, peut-être que là c'est de l'interprétation pure et dure, hein, on est dans le... Voilà. Mais ça c'est vrai que pour moi c'est quelque chose dont on parle pas assez. Et c'est vrai que le truc We Can't Do Anything, c'est voilà, je me transforme, si on en vient à Cassie, comme une poupée. Je me transforme et je m'adapte à ce que autrui veut que je sois. Ce qui là est très Cassie dans la définition de Barbie. Et ouais, franchement, c'est très clair. T'inquiète pas, c'était très clair. C'est moi qui suis partie dans un pamphlet pendant 10 minutes. Mais voilà. Ah là 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 là. Attendez, je reviens juste, je vais faire un petit pipi. Non, non, c'est moi qui... Merci. J'ai dû faire pipi, j'ai coupé le micro. Et depuis, j'avais pas remis le micro. Merci de me le dire. J'aurais fait toute la fin, sinon sans son. Donc ce que je disais... attendez, juste pour ça, appelez. Donc on a fini. Donc là, pour moi, Bishop, je suis sûre que c'est un policier. Pour moi, là, c'est évident jusque-là. Pour moi, toute la scène, entre guillemets, etc., là, c'est que c'était un policier qui voulait montrer à Roux qu'il était avec. Mais, là, ce qui est intéressant pour le truc de Angels... Appelez. On revient. Là, par rapport à Angels... Au début, hein, quand je vous avais mis pause, je vous ai dit « Ah, elle est morte ». Au final, la phrase d'après, c'est « Elle s'est échappée ». Donc pour moi, plus qu'elle s'est échappée, c'est toute la personne, vous savez, on avait analysé cette scène où Roux la dépose, elle part. Là, il y a une ambulance qui arrive. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait sous-entendu trafic d'organes, etc. Et il y a un homme dans une voiture, enfin une main d'homme dans une voiture qui était là. On avait sous-entendu soit c'était la police, soit c'était quelqu'un pour le trafic d'organes. Et là, j'ai même envie de dire maintenant, soit c'était Bishop, soit c'était un policier qui, pour moi, a extrait Angels avant qu'elle se fasse buter. Et maintenant, Angels a servi de snitch. Donc elle a balancé toutes les informations, etc. Et donc je pense sincèrement, maintenant que Bishop est flic, ça j'en suis pratiquement convaincue, et que Angel n'est pas morte. Parce qu'elle s'est enfuie d'eux. Voilà, pour moi, c'est qu'elle n'a pas pu se faire buter comme il l'aurait voulu. Kitty. Kitty like to dance. Oui, donc s'ils l'ont remplacée, c'est que dans tous les cas, ils s'attendaient pas à la revoir. Hein. Donc elle aurait bien dû mourir. Alors attendez, on est prêt. Voilà, c'est bon. Oh, le plan est beau. N'être que le reflet de soi-même, n'être que... Ah, ça c'est totalement Cassie.
n'être qu'une image. C'est trouble, son identité est trouble. Lexi qui regarde à travers sa fenêtre, comme quoi elle fantasme toujours la vie réelle, elle reste toujours enfermée dans ce truc très interne. Elle regarde les autres vivre plutôt qu'elle le vit elle-même. Intéressant, pareil, satire des États-Unis. On voit des femmes juste avant qui sont au point de vendre leur corps pour survivre, qui n'ont pas le choix. On voit quand même, voilà, le personnage de Kitty qui a bien l'air un peu désespéré de ça, enfin que c'est pas un choix en mode ah, j'adore ça, machin bidule. Et des personnages qui ont les moyens, qui vivent déjà une vie assez luxueuse comme Cassie. Alors oui, elle est peut-être pas millionnaire, etc., mais enfin, on se doute bien qu'elle pourrait retourner chez ses parents, Cassie n'était pas un personnage non plus, voilà, même si son père, etc., sa mère, elle a quand même une maison, vous voyez, c'est pas non plus Shameless, quoi, le personnage, qui se retrouve à aller tout ce truc d'OnlyFans, de réseaux sociaux, de rapport avec la validation d'autrui, mais aussi l'argent qu'on peut se faire derrière. C'est deux mondes qui sont très similaires et qui en même temps ne touchent pas les mêmes personnes. Vraiment pas. Voilà, c'est exactement ça, m'a dit. C'est, ok, donc je préfère dominer plutôt qu'être dominée. Les autres femmes, voilà, elles sont toutes comme ça, etc., etc., mais elle choisit les femmes à qui elle va donner son savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une espèce de contrôle et de domination qui la met dans une position qui n'est pas comme les autres femmes. Et elle a toujours voulu se séparer d'autrui, pas forcément que des femmes, des hommes, des femmes, de tout le monde. Elle voulait être l'exception à la règle, elle a toujours voulu être celle pour qui on se retourne en soirée, etc., mais sans devenir un objet de désir. C'est-à-dire qu'elle a compris que sa désirabilité, c'était du pouvoir, mais pas en mode, le but final n'est pas d'être désiré. Le but final, c'est d'être voulu. C'est d'être regardée. C'est de la mettre elle-même sur un piédestal. Et donc, c'est un peu différent. Et en même temps, en faisant ça, c'est un peu un garde-fou de sa position. Parce qu'elle se met au-dessus de ces femmes qu'elle traite de bitches, qu'elle traite de dog, elle se met au-dessus de Cassie, parce que c'est mes conseils que tu dois écouter. Et donc, il y a tout un espèce de rapport, justement, comme je disais, de domination, et en même temps, de sécurisation de son rôle. Parce que, bien évidemment, on voit aussi qu'une Maddie nous avait montré justement venant d'un milieu social un peu plus pauvre que tous les autres de son lycée. Hein. Il me semble que son appartement, etc., c'était pas non plus le gros luxe. Hein. Là, je me souviens plus trop. Je dis peut-être des choses, mais il me semblait. Oui, on a compris que c'était plus du strip, mais c'est de la prostitution, là. Vu qu'on l'a vu coucher avec Alamo en mode... Le parallèle entre les deux est quand même intéressant, le fait qu'ils aient choisi de faire un parallèle. En même temps, son regard perdu, c'est-à-dire que... On voit quand même, encore une fois, Cassie joue la femme puissante. Elle ne l'est pas intrinsèquement. Ce n'est pas une Maddie, elle ne sera jamais une Maddie. Regardez-moi sa tête apeurée, là. Et encore une fois, là, j'en reprends... ma phrase sur la satire américaine. Pour moi, la musique mise avec ces images-là, c'est exactement... Alors, je vais essayer de vous retrouver exactement la phrase que j'ai mis. Alors, ma troisième théorie, c'est la satire du rêve américain, blablabla, blablabla. On y voit de fortes oppositions entre le puritanisme religieux et la débauche totale. Donc là, par exemple, pour cette phrase-là, je trouve ça extrêmement bien fait. C'est-à-dire que la musique très classique, très puritaine, vous comprenez, aux États-Unis, nous, on est le grand art, on est Hollywood, on est tout ça, et en même temps, on est aussi Los Angeles, le culte du sexe, le culte du corps, etc. Donc je trouvais que ça correspond un peu à ça, à cette opposition. Et donc ça va encore une fois dans la lecture de la satire de l'Amérique. Pareil. Là, quelqu'un qui donne son corps, au final pratiquement comme un métier. On a vu 4 hommes avec une femme, et là on voit un animal qui regarde, donc ça peut montrer tout l'aspect animal, l'aspect sauvage. On a parlé aussi de la place des animaux sauvages dans la religion, qui pouvait rappeler justement ce côté jardin d'Éden, mais vu que tous les animaux sauvages sont empaillés dans le strip club, parce qu'il y a aussi un guépard, il y a un jaguar, il y a plein de trucs comme ça, donc ça montre quelque chose aussi de prédateur, de la chasse, du voyeurisme aussi, parce que nous là on est en position de voyeurisme en regardant ça, et en même temps comme on le voit, juste quelqu'un qui veut avoir des follow et quelqu'un qui se prostitue, on nous fait un parallélisme, en même temps dans la débauche, qu'il y a autant dans la débauche dans les milieux précaires, et que c'est plus de la survie, là où la débauche dans les milieux riches, c'est presque un style. Là je parle pas forcément de Cassie, mais on voit toutes les autres meufs autour, etc. On voit tous les mecs qui s'amusent à filmer, voilà, etc. C'est intéressant. Maddie ne pouvant pas être là où elle veut,
Il y a quand même un truc de jalousie d'être regardée et en même temps elle a pas envie d'être regardée pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Faire ça. Et Rook est démoralisé. Là elle commence à se rendre compte que c'est plus que du strip club. Hein. Oh, peut-être que j'avais tort, peut-être qu'en fait j'ai amené une meuf pour un trafic d'organes. Oh, peut-être que les strippers c'est pas que des strippers, au final je suis proxénète. Là on commence à avoir une roue qui commence à se rendre compte, vous savez, si on considère qu'elle était en phase up, où elle avait aucun contrôle entre guillemets de ce qu'elle faisait, aucun rapport à la réalité, etc. Là, elle commence à reprendre conscience, avoir un esprit un peu plus critique. Non pas que t'as plus d'esprit critique quand t'es en up, mais ton jugement est quand même biaisé par ton impulsivité et tout ça. Et donc, t'es dans l'euphorie. Donc là, forcément, si ça redescend un peu et qu'elle repart en phase hypomaniaque ou juste stabiliser un petit peu, puisque dans l'hyporété on dit haut et bas, mais il y a aussi des moments de stabilisation naturelle. Là, ça peut être un moment de réalisation de waouh, 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 waouh. Et ça a pu la redescendre aussi un petit peu le fait qu'elle se soit fait choper par les flics. Ça aurait pu soit la monter très très haut, soit l'arrêter, et voilà. Tu connais Amazing Digital Circus? Alors non, pas du tout. Ouais, t'as raison pour la compétition, le fait qu'elle ait dit ça. Malheureusement, on sait que Maddy, que Cassie, elle va plus respecter ce qu'a dit Maddy parce que ah ouais, tu veux qu'on fasse de la compétition? Et ben on va faire la compétition parce que moi je suis meilleure. Là le côté, elle a trigger ce qu'il fallait chez Cassie sans le savoir. Grateful, relax. Trop bizarre. Ça fait très, là ça fait très, on est dans la science-fiction, on est, je comprends pas. Enfin, c'est un truc de riche. Un œuf, une porte noire. Girls, hein. Attendez. Ah oui, c'est ce que je pensais. Merci sous surveillance, il y a une musique. Voilà. Encore une fois, le parallèle magique. Une qui prend de la drogue et donc qui fait des conneries, et une autre qui, parce que elle a été utilisée comme un objet pour les conneries d'autrui, va prendre de la drogue pour oublier. Deux choses totalement différentes et en même temps beaucoup mises en parallèle. Laisse-moi boire. Mais oui, je suis d'accord. Ces petites chemises-là, qui sont, tu sais, un tout petit peu genre... qui font un petit peu masculine sans vraiment l'être, puisqu'elles sont un petit peu courtes et tout ça, là. Désolée, mais... Voilà. Entre nous. C'était censé être, soi-disant, il y avait un disclaimer pour l'épisode le plus trash, etc., etc., pour l'instant... Oh, elle tremble. On peut... Franchement, je suis désolée, mais je commence vraiment à croire que Sam Levinson a fait un bon job. Parce que pour moi, le parallélisme, quand je vous dis toute la satire des États-Unis, voir des femmes dans la débauche comme Cassie qui recherchent de l'attention, de la drogue, machin bidule, face à des femmes qui, là, n'ont pas le choix. Parce que là, oui, est-ce que t'as été forcé? Mais t'as pas besoin d'être forcé, en fait, pour financer ces trucs-là. Ça, c'est une notion que dans la société que les gens comprennent pas. C'est que si c'est ton seul moyen de survie, on est tous capables de faire des choses dingues pour survivre. Et d'ailleurs, on le voit, c'est dans les moments où on a besoin de survivre qu'on retrouve une certaine forme de, ce que je vais appeler ça presque sauvage, de j'en sais rien, demain on est sur une île déserte parce qu'il y a un avion qui a craché, c'est là on va voir nos vrais instincts de survie, c'est quoi nos morales, c'est quoi nos valeurs, pas celles qu'on prétend avoir dans une société qui nous force avec des règles, celles au fond de nous. Et montrer l'exploitation de la femme, qu'il y en a certaines qui vont être exploitées juste parce que mentalement elles ne savent pas comment naviguer le monde, ou alors vont être exploitées parce qu'elles n'ont pas le choix de survivre monétairement, avoir un appart, avoir enfin tout ça entre guillemets. Là par contre, je suis désolée, je trouve le parallèle extrêmement bien fait et c'est une critique. Là où vas-y, je dois avouer, hein, la scène du chien et la scène du bébé étaient vraiment pas nécessaires et là-dessus je pense que c'est des déviances. Voilà, toutes les scènes de vomi et de caca qu'on voit chaque épisode. Voilà, la scène où elles ont dû avaler la drogue parce que c'est des mules, et d'ailleurs que j'ai vu une interview de l'actrice qui joue Faye, qui expliquait « Ah bah ouais, on a vraiment dû le faire, c'était rigolo, c'était machin, c'était bide... » Enfin non, elle a pas dit ça comme ça, mais il y avait quand même un truc de « Ah, Sam Levinson a voulu qu'on le fasse. » Voilà, donc oui, là-dessus, il y a des grosses déviances. Par contre, pour la critique qu'il en a fait,
alors peut-être pas les bébés, les machins, les bidules, montrer justement que dans tous les cas, t'es condamné, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, je trouve, non, c'est très bien fait comme satire, très bien fait comme critique de justement cette idée du corps, de la commercialisation du corps au sens de global. Non, franchement, pour l'instant, je trouve ça très bien. Alors, par pitié, dites-moi que quelqu'un connaisse cette musique, parce que je suis convaincue que c'est une référence, mais que je n'ai pas. Ça fait penser à des chants un peu révolutionnaires, cubains, ou j'en sais rien, ça pourrait être un truc comme ça, vous voyez. Ça y est, l'action de l'épisode, en fait, c'était la fin de l'épisode, l'action. Désolé, mais donc là, c'est Laurie qui envoie ses gars. Là, il y a moyen que ce soit Laurie derrière. Et non, quoi qu'elle se mouillerait pas les mains toute seule. Ça, c'est les nazis, ça, pour moi. Ah, c'est peut-être Faye derrière. C'est Faye! Désolé. Ah, j'ai aucune compassion, d'accord. Ben, je te dis, lui, en fait, j'ai créé une compassion pour lui parce que dans ma tête, je me suis dit qu'il allait faire un truc bien à cause d'une scène où il avait une auréole derrière lui. Mais j'avoue, il a rien fait de bien pour l'instant. Mais dans ma tête, je suis en mode... Si, j'ai raison. Donc j'ai de la compassion parce que je me dis qu'à un moment, il va aider Roux. Mais voilà. Elle est pas super la cachette. Je suis d'accord. C'est surtout que tuer une meuf, selon ses critères, et c'est pour ça que malheureusement je pense que mon analyse était mauvaise, tuer une meuf est moins grave que menacer sa bite. Voilà. On adore. Ah bah non, c'est tout, ils ont juste volé l'argent pour Laurie et c'est tout. Excuse-moi, ça fait garde-gang de merde, hein. Ok, bah écoutez, un épisode... J'attendais peut-être un petit peu plus de cet épisode, je dois avouer, très lent. Plus d'action. Bon, déjà, on est dans la mise en mouvement, contrairement à avant. On a eu comme 3 épisodes où limite on nous expliquait la situation des personnages, etc., etc. Là, on est dans une mise en action, d'un changement pour tous. Que ce soit pour Jules, qui comprend que, en fait, elle est enfermée dans quelque chose où voilà, c'est soit tu veux être une artiste et dans ces cas-là, faut accepter les critiques, etc., etc. Soit t'as besoin de gagner ta vie et ton but est de te faire un nom et donc dans ces cas-là, faut respecter des contraintes. On est face aussi à une Lexi qui se rend compte qu'elle a sacrifié une grosse partie de sa vie, enfin, pas qu'elle a sacrifié une grosse partie, c'est que Lexi, qui a toujours vécu dans les fantasmes, etc., qui a du talent, se retrouve à la botte d'un système qu'est le système d'Hollywood, où au final, une simple erreur peut apporter énormément de pertes, et notamment comme quoi tout le travail qu'elle a effectué peut disparaître en 2 secondes sous une simple erreur, parce que c'est comme ça que fonctionne Hollywood. Pour Maddie, pour moi là je croyais que ça allait être l'épisode de Maddie, comme je vous l'ai dit, ça sera peut-être le prochain, parce que je pense sincèrement que là on nous montre quand même une direction d'une Maddie qui devient de plus en plus dans le contrôle, de plus en plus noire, voire même qui pourra devenir le genre de meuf, vous savez, une Laurie qui est une certaine meuf qui domine dans son domaine, etc. Mais en pire, pour moi. Une Maddie, c'est qu'elle commence à tourner. Ouais, c'est déjà fini, je suis un peu triste. N'hésitez pas à nous rejoindre le lundi pour les React Euphoria en live, ou sinon les vendredis pour les analyses cinématographiques ou de séries, et ensuite le mercredi pour chiller tranquillou avec nous.